Le silence qui est tombé dans cette salle d'audience, ce n'était pas le silence d'une maison, c'était autre chose, quelque chose d'irréversible. Le doigt de ma mère pointait vers mon visage, son alliance qui captait les néons du plafond, et sa voix qui a fendu l'air comme une gifle. « Petite voleuse », c'est ce qu'elle a crié, comme si j'avais cambriolé ma grand-mère plutôt que de passer 3 ans à la maintenir en vie. Ma sœur était assise un rang derrière elle, dans un blazer crème qu'elle ne pouvait clairement pas se payer. Elle souriait dans son café. Nos cousins regardaient le sol. Personne n'a bougé. Moi, je n'ai pas répondu. J'ai sorti l'enveloppe cachetée de mon sac, je l'ai fait glisser sur la table vers le greffier du tribunal des successions et j'ai regardé la bouche de ma mère se contracter légèrement, comme si elle savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Je m'appelle Camille Renard, j'ai 33 ans et quand la juge a lu la première ligne de ce document, l'histoire que ma famille racontait sur moi depuis des années a commencé à s'effondrer, là, en public. J'avais imaginé que le tribunal des successions serait plus froid, plus formel. Moins comme un dîner de famille où tout le monde a déjà décidé à l'avance qui est le problème. Mais non. Chambre 6 du palais de justice. Et ma mère, Françoise Renard, était là, avec son collier de perles du dimanche et son visage de mère blessée. Aurélie Fontaine, ma petite sœur, une cheville croisée sur l'autre, regardait son téléphone entre 2 soupirs appuyés. Oncle Bernard se frottait le front en boucle. Ma cousine Céline refusait de croiser mon regard. Et à côté de moi, sur la table des avocats, il y avait un carton. Le carton de toute une vie. Le chéquier de ma grand-mère. Ses carnets de médicaments. Un cahier à spirale bleue avec des auréoles de café sur la couverture. Des tickets de caisse de la petite épicerie du quartier, là où la caissière me demandait toujours si Madame Madeleine préférait les pêches mûres ou les pêches fermes. Ce carton, c'était la raison pour laquelle ma mère me détestait. Pas parce qu'il prouvait que j'avais volé, parce qu'il prouvait que je n'avais rien volé du tout. Ma grand-mère, Madeleine Vidal, était morte 8 semaines plus tôt. Elle avait 86 ans. Elle avait laissé derrière elle une petite maison en briques avec la peinture blanche qui s'écaillait, un livret d'épargne qui paraissait confortable uniquement parce qu'elle avait une peur panique des maisons de retraite et assez de rancœur familiale pour remplir chaque rangée de chaises à ses obsèques. Pendant 3 ans avant sa mort, c'était moi qui l'emmenais à ses rendez-vous, qui réglait ses factures depuis son compte, qui me disputait avec les assurances, qui changeait les piles dans ses appareils auditifs et qui restait assise avec elle les longues soirées quand elle prenait les ombres du couloir pour mon grand-père. Ma mère appelait ça « rendre service ». Aurélie appelait ça « ton truc à toi ». Grand-mère, elle, appelait ça « survivre ». Personne d'autre ne voulait de cette responsabilité tant qu'elle était vivante. Mais à la seconde où elle est morte, tout le monde s'en est souvenu comme d'un patrimoine à récupérer. La requête déposée par ma mère disait que j'avais exercé une influence abusive, que j'avais isolé ma grand-mère de la famille, que des fonds manquaient, que j'avais manipulé une vieille femme solitaire pour qu'elle modifie son testament. Le mot « manipulation » était posé sur la page comme une tâche. Parce que si ma famille savait faire une chose, c'était accuser les autres de ce qu'elle faisait elle-même. L'audience avait à peine commencé quand ma mère s'est levée sans qu'on lui demande. Maître Giraud, l'air épuisé, a tendu la main vers sa manche. Elle l'a repoussée. Elle a dit, la voix tremblante de cette façon travaillée qu'elle réservait aux enterrements et aux réunions du conseil municipal. Céleste, j'ai gardé le silence pendant des semaines pendant que ma fille pillait cette famille. Ma mère était vulnérable. Camille en a profité. Elle a toujours eu besoin d'argent, toujours eu besoin d'attention. C'était la sangsue de la famille. Ce mot a traversé la salle. Sangsue. Tante Sylvie a fermé les yeux. Oncle Bernard a murmuré « Françoise ». Aurélie a émis un petit son derrière sa main qui ressemblait peut-être à un rire. J'ai regardé mes mains. Il y avait encore une demi-lune sur mon pouce, là où la pince à dessin m'avait marqué la veille au soir, quand j'avais passé des heures à classer 3 ans de reçus, mois par mois. Janvier, c'était les ordonnances et la soupe. Février, les chaussettes de contention et le plombier. Mars, le neurologue, les urgences, et la première fois où mamie a oublié mon prénom. Si j'étais une sangsue, j'étais le genre qui change les draps à minuit. La juge Hélène Marchand n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a dit à ma mère de ne pas se lever, sauf pour répondre à une question. Ma mère s'est rassise, mais pas avant d'avoir tourné la tête, juste assez pour que toute la rangée derrière elle voie ses larmes. Ses larmes, ses larmes. J'y avais cru pendant des années. Quand j'étais petite, si Aurélie cassait quelque chose, ma mère pleurait parce que les filles se disputaient. Si Aurélie ratait un cours, ma mère pleurait parce que je la mettais en infériorité.
Si j'obtenais une bourse, ma mère pleurait parce que j'abandonnais la famille. À 20 ans, j'avais compris que les larmes de ma mère n'étaient pas de l'eau, c'étaient des instructions. Excuse-toi, arrange ça, mets ta sœur à l'aise, disparais. Mamie a été la première à mettre des mots dessus, un après-midi à sa table de cuisine, pendant que je remplaçais les piles de l'horloge murale. La pièce sentait le nettoyant citron et le pain grillé brûlé. Elle m'a dit, sans me regarder, que ma mère ne m'appelait fiable que quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mamie, elle, n'a pas ri. Elle a ajouté qu'elle appelait Aurélie sensible parce que personne ne pouvait lui dire non, et moi forte parce que c'était moins cher qu'être juste. Cette phrase, je m'en souviens parce qu'elle a fait mal à un endroit précis, comme si elle avait appuyé sur un bleu que j'avais cessé d'admettre. À l'audience, l'avocat de ma mère a commencé à expliquer que la famille estimait que mamie avait toujours voulu partager la succession de façon plus naturelle. Ce que ça voulait dire, en vrai, ma mère voulait le contrôle, Aurélie voulait la maison, et moi je devais accepter un gratin en guise de merci et la satisfaction morale d'avoir été utile. Le testament actuel ne prévoyait pas ça. Le testament actuel me laissait la maison. Pas tout l'argent, pas tout, juste la maison. Mamie avait écrit que je devais avoir le seul endroit où elle avait été traitée comme un membre de la famille sans condition. Quand Maître Charpentier a lu cette phrase à voix haute lors de la première séance, ma mère a repoussé sa chaise si fort qu'elle a heurté le mur derrière elle. Aurélie a dit que ça ne ressemblait pas du tout à mamie, ce qui était assez drôle, parce qu'Aurélie n'avait pas passé plus de 20 minutes seule avec elle durant les 2 dernières années de sa vie. À moins de compter l'après-midi où elle était arrivée avec ses grandes lunettes de soleil pour lui demander de co-signer un crédit auto. Mamie avait refusé. Aurélie ne le lui avait jamais pardonné. Ça, personne ne voulait le dire devant le tribunal. La version de ma mère était plus propre. Camille s'est rapprochée. Camille a pris le contrôle. Camille a monté mamie contre nous. Camille a volé la maison. Simple. Les histoires cruelles le sont toujours. Ensuite, Maître Charpentier a évoqué l'échec. Il avait des copies de retrait effectuées depuis le compte de mamie. Certains en espèces, d'autres à mon nom. L'un d'eux portait sur 1850 €, 3 mois avant sa mort. Ma mère s'est penchée en avant quand il a mentionné celui-là. Elle a soufflé là, assez fort pour que 3 rangées l'entendent. La juge Hélène Marchand m'a regardée. Mon avocate, Isabelle Morel, a posé la main sur mon bras sous la table. Pas pour me réconforter, pour me rappeler de ne pas parler avant le moment. J'avais engagé Isabelle avec de l'argent que je n'avais pas, après avoir vendu ma voiture et emprunté la vieille Honda d'une collègue. Elle était calme d'une façon qui amenait les gens à la sous-estimer. Petite boucle d'oreille, tailleur gris, aucun geste inutile. Elle s'est levée et a dit que pour chaque transaction, nous avions les justificatifs nécessaires. Ma mère a ricané. Aurélie a murmuré qu'évidemment, j'avais fabriqué de faux reçus. C'est là que je me suis retournée. Pas complètement, juste assez. Le sourire d'Aurélie s'est effacé une demi-seconde et j'ai vu sous le gloss et le blazer beige la fille avec qui j'avais grandi. Celle qui savait exactement où chaque blessure familiale était cachée parce qu'elle avait regardé ma mère s'en servir en premier. Puis Isabelle a ouvert la boîte en carton. Isabelle a sorti les documents un par un. Le carnet de médicaments, les factures des aides à domicile, les tickets de caisse de l'épicerie du quartier, la note du plombier. Les remboursements du neurologue. Chaque chèque avait sa pièce justificative. Beaucoup portaient les initiales tremblantes de Madeleine en encre bleue. 1850 € pour la location d'un lit médicalisé et la rampe installée après sa chute sur les marches de la terrasse. Ma mère n'a rien dit. Elle m'a regardée. Son visage avait changé, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Pas de honte, de calcul. Les preuves ne gênaient pas ma mère. Les preuves lui indiquaient juste qu'il fallait changer d'angle. Elle s'est levée et elle a dit que ses papiers ne prouvaient rien, que sa fille avait toujours été habile, qu'elle savait très bien se donner l'air innocente. La juge Hélène Marchand a resserré les yeux. Elle a prononcé le nom de ma mère comme un avertissement. Mais ma mère était déjà ailleurs, portée par le rôle qu'elle avait répété devant son miroir. Elle a dit que j'avais retourné sa propre mère contre elle, que j'avais bloqué ses visites, intercepté ses appels, que je m'étais rendue indispensable pour m'emparer de la maison, et que maintenant, j'osais m'asseoir là, en martyr, pendant que les autres souffraient. La salle a légèrement basculé, pas à cause de sa voix, à cause d'une phrase, une seule, qui était presque vraie. Je l'avais empêché de venir, une fois, une seule fois.
La veille du soir où Madeleine avait signé la dernière lettre. Ma mère ne savait pas que j'avais cette lettre. Aurélie non plus. Personne dans ce tribunal ne savait que 6 mois avant sa mort, Madeleine m'avait demandé de l'emmener chez un notaire 2 communes plus loin, parce qu'elle avait dit que ma mère connaissait tout le monde à la banque et qu'elle ne voulait pas son sourire dans les parages. Je n'avais pas compris pourquoi elle voulait que ça reste secret. J'ai compris après l'enterrement, quand j'ai trouvé le message vocal. La voix de ma mère, douce, presque tendre. Elle disait que si Madeleine continuait à menacer de tout changer, elle ne comptait pas sur elle pour amener Aurélie lui rendre visite, et qu'elle savait comme Aurélie était sensible. J'avais écouté ce message vocal, assise sur le plancher de la chambre de Madeleine, ses chaussons encore posés à côté du lit. Et puis j'avais trouvé la page scellée au fond de sa boîte à biscuits bleus, glissée derrière l'affiche de la tarte tatin. Sur l'enveloppe, écrit de sa main tremblante, mais lisible, on pouvait lire ces mots. Pour le juge, si Françoise essaie de salir Camille. Pas pour son avocat, pas pour sa fille, pour le juge. Alors quand ma mère m'a traitée de voleuse devant tout le tribunal, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Crème, épaisse, scellée avec du ruban adhésif transparent, parce que Madeleine n'avait jamais fait confiance à la colle. Mon prénom dans un coin, et en plus grand, tribunal des successions. Isabelle l'a regardé. Puis elle m'a regardé. J'ai fait oui d'un seul mouvement de tête. Elle l'a passé au greffier, qui l'a passé à la juge Marchand. Ma mère s'est figée, pas désorientée, figée, comme quelqu'un qui entend le parquet craquer dans une maison qu'il croyait vide. La juge a décollé le ruban. Le bruit était étrangement fort dans le silence. Elle a déplié la feuille. Son visage n'a pas bougé. Puis, elle a relu la première ligne. L'air dans la salle s'est contracté. La juge Marchand a levé les yeux au-dessus du papier et a regardé ma mère. « Madame Renard, dit-elle très doucement, levez-vous. » Ma mère s'est levée lentement. J'ai vu cette petite pulsation à sa tempe. Celle que je connaissais depuis toujours. Quand j'avais 22 ans et que j'avais refusé de donner la carte de crédit d'urgence à Aurélie. Quand j'en avais 30 et que Madeleine avait ajouté mon nom comme mandataire sur son compte. Pas propriétaire, pas bénéficiaire, juste mandataire. Et que ma mère avait souri 3 secondes complètes avant de dire « Comme c'est bien pour toi ». Cette pulsation voulait dire que le masque travaillait trop fort. La juge a repris la lecture. « Pour le dossier, dit-elle, il s'agit d'une déclaration signée de la défunte, Madeleine Yvonne Vidal, datée du 12 février de cette année, authentifiée par Nathalie Perrin, numéro de commission juin. » Le visage de maître Charpentier était devenu gris. Isabelle était assise à côté de moi, parfaitement immobile. Seul son stylo bougeait, frappant une fois contre son bloc-notes juridique. La juge a continué. « La première ligne dit, a-t-elle lu, si ma fille Françoise conteste mon testament en accusant Camille de vol, demandez à Françoise ce qu'elle a fait avec l'argent de la boîte à biscuits bleus. » Un son a traversé la salle. Pas vraiment un souffle coupé. Plutôt plusieurs personnes qui oubliaient simultanément comment respirer. Les doigts de ma mère se sont crispés contre la table. Aurélie a murmuré quelque chose, un quoi à peine audible. Je me suis retournée juste assez pour voir son visage. Et pour une fois, elle avait l'air sincèrement perdue. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Ma mère ne lui avait pas tout dit. Elle l'avait utilisé, oui, alimenter sa colère, promis la maison, laisser croire que j'étais la coupable. Mais la boîte à biscuits bleus, ce secret-là, appartenait à ma mère seule. La juge Marchand a légèrement abaissé la feuille. Elle a demandé à ma mère si elle savait de quoi il s'agissait. Non, dit trop vite. Même oncle Bernard a levé les yeux. La juge Marchand a laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne pesant. Elle a redemandé. « Vous ne connaissez pas de boîte à biscuits bleus ?» Ma mère a repris contenance. Elle a dit que Madeleine gardait beaucoup de boîtes, qu'elle conservait tout, des boutons, des recettes, de vieux bons de réduction. « C'est ridicule », a-t-elle ajouté. La juge a relu. La boîte était rangée dans le placard à linge, derrière les serviettes d'invités. Elle contenait des espèces que j'avais mises de côté pour les taxes foncières et les frais de fin de vie. Je les ai comptées le 4 novembre en présence de Françoise. Il y avait 14 600 €. Le 9 novembre, après la visite de Françoise seule, la boîte était vide. Mon estomac s'est serré. Je savais qu'il existait une lettre, mais ce montant, je ne le connaissais pas. 14 600 €. Madeleine m'avait dit une fois qu'elle gardait un peu d'argent pour les coups durs. J'avais imaginé quelques centaines de billets glissés dans des enveloppes, comme font les gens de sa génération qui ont vu les banques les trahir une fois et n'ont jamais vraiment pardonné.
Le visage de ma mère s'est durci. « C'est un mensonge », a-t-elle dit. La juge Marchand a regardé la feuille. Madeleine écrivait aussi que lorsqu'elle avait demandé des explications à Françoise, ma mère lui avait répondu qu'elle avait dû oublier avoir dépensé cet argent, et que si elle en parlait à Camille, Camille l'enverrait dans une maison de retraite et lui prendrait sa maison. Mes mains sont devenues glacées. Pendant 3 ans, ma grand-mère paniquait dès que j'évoquais la moindre aide. Pas une maison de retraite, pas l'abandonner, juste une aide à domicile la journée, un détecteur de chute, une douche plus sûre. À chaque fois, elle crispait les doigts sur la coudoir de son fauteuil et elle disait « Ne m'envoie pas loin, Camille. » Camille, elle était la seule à m'appeler comme ça. J'avais mis ça sur le compte de la démence. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas la maladie qui parlait, c'était ma mère. Elle n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait volé à Madeleine son sentiment de sécurité et le lui avait rendu sous forme de peur. Maître Charpentier a toussé doucement. Il a dit que cette déclaration n'était pas faite sous serment, qu'il n'avait pas eu l'occasion de l'examiner. La juge Marchand a répondu qu'elle était notariée et qu'elle ne l'admettait pas pour tous les usages à ce stade, mais qu'elle demandait à sa cliente si elle en connaissait le contenu, étant donné que la requête alléguait des abus financiers de la part de Camille Renard, tout en omettant une accusation très précise formulée par la défunte contre Françoise Renard. Ma mère s'est retournée vers son avocat. Elle lui a dit de faire quelque chose. Il s'est penché vers elle, voix basse mais parfaitement audible dans le silence de la salle, et il lui a dit de ne pas parler à moins qu'il ne le lui demande. Ça l'a rendue folle. Ma mère pouvait encaisser une confrontation. Elle pouvait même encaisser d'être prise en faute, du moment qu'elle gardait la main sur la mise en scène. Mais se faire imposer le silence devant des gens, ça, c'était insupportable. Elle a pointé son doigt vers moi. Elle a dit que c'était exactement ce que je faisais, rester assise avec ma petite tête de victime pendant que tout le monde l'attaquait. Isabelle s'est levée. Elle a rappelé que les dossiers médicaux déjà soumis montraient que Madeleine Vidal avait été évaluée 2 fois pendant cette période et jugée apte à gérer ses affaires personnelles avec assistance. Ma mère a répliqué qu'elle avait de bons jours et de mauvais jours. La juge Marchand a dit, apparemment, le 12 février était un très bon jour. Quelque chose a échappé à quelqu'un au fond de la salle. Peut-être une toux, c'était peut-être un rire étouffé. Quoi qu'il en soit, ma mère l'a entendu. Ses joues sont devenues cramoisies. La juge Marchand a continué à lire, et chaque phrase tombait comme une pierre dans l'eau calme. Ma grand-mère avait écrit qu'elle ne voulait plus ma mère seule dans la maison après novembre. Elle avait écrit qu'elle avait dit à Mar. La juge s'est arrêtée une fraction de seconde. Le vieux téléphone est là. Le code, c'est l'anniversaire de Camille. Ma mère a émis un son étrange. Pas des mots. Juste le bruit de quelqu'un qui regarde une porte verrouillée s'ouvrir de l'intérieur. Aurélie s'est à moitié levée. Elle a murmuré « maman » avec une voix qui tremblait. Ma mère lui a sifflé entre ses dents de s'asseoir. Mais Aurélie ne s'est pas assise. Son visage avait perdu toute couleur, avec juste 2 taches rouges hautes sur les joues. Elle a demandé quel argent. Ma mère s'est retournée brusquement et a répété « pas maintenant ». La voix d'Aurélie s'est brisée. Elle a dit que ma mère lui avait affirmé que c'était Camille qui avait vidé le compte de grand-mère, que c'était moi, et que la juge venait de lire. Ma mère a coupé. J'ai dit « pas maintenant ». Et voilà, pas de réconfort, pas d'explication, un ordre. Et pour la première fois de ma vie, Aurélie se retrouvait à en recevoir un, en public. La juge Marchand a tapé la lettre d'un doigt. Elle a demandé à Isabelle si elle était en possession de ce téléphone. Isabelle a répondu que non, pas pour l'instant, que sa cliente avait remis la lettre scellée ce matin même, non ouverte. La juge s'est tournée vers moi. J'ai dit mon prénom. Je me suis levée parce que mes jambes se souvenaient des bonnes manières, même quand le reste de moi ne savait plus où il en était. J'ai dit que je n'étais pas au courant pour le téléphone. Ma voix sonnait fragile, mais elle a tenu. J'ai ajouté que le panier à couture rouge était toujours chez ma grand-mère, que je n'y avais pas touché depuis son départ, que la maison avait été verrouillée après l'inventaire. Maître Charpentier s'est frotté le visage des 2 mains. La juge a hoché la tête et a demandé qui avait les clés. J'ai avalé ma salive. J'ai dit que j'en avais une, ma mère aussi, et qu'oncle Bernard avait une clé d'urgence. Oncle Bernard a levé la main mollement et a précisé qu'il ne l'avait jamais utilisée. Ma mère s'est assise d'un coup. Personne ne lui avait rien demandé. Elle s'est juste effondrée dans le fauteuil, comme si on avait coupé quelque chose en elle. La juge Marchand l'a remarqué. Moi aussi. Aurélie aussi.
La voix de la juge s'est durcie. Madame Renard, où se trouve le panier à couture rouge? Ma mère a fixé la table. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Mais cette fois, c'était trop doux, trop calme. La juge Marchand s'est adossée à son fauteuil et a dit à maître Charpentier de consulter sa cliente immédiatement. Il s'est penché vers ma mère aussitôt. Leur chuchotement était fébrile, presque désordonné. Ma mère a secoué la tête 2 fois. Il a insisté. Elle a encore secoué la tête. Aurélie se tenait derrière eux et nous regardait tour à tour, moi et ma mère, comme si elle essayait de reconnaître laquelle d'entre nous l'avait élevée. Je me suis rassise. Mon cœur battait si fort que je le sentais jusque dans les dents. Isabelle s'est penchée vers moi. « Camille, elle a dit tout bas, est-ce que quelqu'un est allé à la maison hier soir ?» Je me suis retournée vers elle, parce qu'elle avait posé la question doucement, parce que dans sa voix, il y avait déjà une réponse qu'elle attendait. La veille, en rentrant du travail, j'avais fait un détour par la maison de grand-mère. Je m'étais dit que c'était pour vérifier la lumière du porche. Mais la vérité, c'est que je voulais juste voir la fenêtre de la cuisine briller en jaune à travers les lilas. Il y avait une voiture dans l'allée, une Peugeot 508 argentée, celle d'Aurélie. Et ma mère se tenait sur le porche, un sac poubelle noir à la main. Sur le moment, j'avais pensé à de vieux vêtements. Sur le moment, j'étais trop épuisée pour me battre contre quoi que ce soit. Maintenant, de l'autre côté de la salle, Aurélie me regardait avec une panique à peine contenue, et j'ai compris qu'elle non plus ne savait peut-être pas ce qu'il y avait dans ce sac. Isabelle a vu quelque chose changer dans mon visage. « Quoi ?» elle a chuchoté. Je n'arrivais pas à répondre tout de suite. Ma bouche était sèche. La juge Marchand observait maître Charpentier qui murmurait encore à l'oreille de ma mère, de plus en plus pressant. L'atmosphère dans la salle avait glissé de l'accusation vers quelque chose de plus trouble. Même l'huissier audiencier avait arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Je me suis penchée vers Isabelle. Elles étaient à la maison hier soir, ma mère et Aurélie. J'ai vu en passant. Ma mère avait un sac poubelle noir. Son stylo s'est immobilisé. Elle a demandé si j'avais vu ce qu'il y avait dedans. Non. Si elle m'avait vu, moi, je ne crois pas. Isabelle a écrit une phrase sur son bloc-notes juridique, a arraché la feuille et l'a portée au greffier. Le greffier l'a transmise à la juge Marchand. Ma mère a suivi ce petit bout de papier des yeux comme s'il était une mèche allumée. La juge Marchand l'a lu, puis elle m'a regardée. Elle m'a demandé de me lever à nouveau. J'ai obéi. Elle a voulu savoir si j'avais observé quelqu'un au domicile de la défunte après l'ordonnance d'inventaire. Oui, madame la juge. Quand ? La veille au soir, vers 19h15. La chaise de ma mère a grincé. Qui avez-vous vu ? Ma mère et ma sœur. La voiture d'Aurélie était dans l'allée. Ma mère était sur le perron avec un sac poubelle noir. C'est là qu'Aurélie a craqué. Je ne savais pas. Les mots sont sortis avant qu'elle puisse les rattraper. Toutes les têtes se sont retournées d'un coup. Ma mère s'est pivotée vers elle. Aurélie, ferme la bouche. La voix était basse, mais tranchante comme une lame. La juge Marchand a durci le ton. Elle a dit à ma mère de ne pas donner d'instructions aux témoins dans son prétoire. Pas des filles. Pas de la famille en deuil. Des témoins. Ce seul mot a changé quelque chose dans la salle, encore une fois. Les yeux d'Aurélie se sont remplis de larmes. Pas les belles larmes calculées que ma mère savait produire. Celle-là était chaude, effrayée, humiliante. Elle s'est agrippée au dos du banc devant elle. La juge lui a demandé directement si elle était au domicile de Madeleine Vidal la veille au soir. Aurélie a regardé maman. Maman a fait non de la tête, une seule fois. Aurélie l'a vue. La juge aussi. Nous toutes aussi. Oui, Aurélie a murmuré. Ma mère a fermé les yeux. Pourquoi étiez-vous là ? Aurélie tremblait des lèvres. Elle a dit que maman avait expliqué qu'il fallait récupérer certaines affaires personnelles de grand-mère avant que Camille s'en serve pour nous embarrasser. Mon estomac s'est retourné. La voix de la juge Marchand est devenue très calme, trop calme. Quelles affaires personnelles ? Je ne sais pas, des papiers, de vieux vêtements. Elle a dit que grand-mère avait écrit des choses méchantes quand elle était confuse. Et est-ce que vous avez emporté des objets ? Aurélie a hoché la tête. Parlez à voix haute. Oui. Qu'avez-vous emporté ? Un sac poubelle depuis le placard du couloir et un panier. La salle a disparu une seconde. Tout ce que je voyais, c'était le panier à couture rouge de grand-mère, posé à côté de son fauteuil depuis aussi longtemps que je me souvienne. Les flancs en osier,
les bobines de fil dedans. La juge Marchand s'est tournée vers l'huissier audiencier et lui a demandé de faire avancer Aurélie séparément de ma mère. Aurélie avançait comme quelqu'un qui marche en dormant. En passant devant notre mère, maman a attrapé son poignet. Pas assez fort pour que ça ressemble à de la violence. Juste assez pour lui rappeler à qui elle appartenait. L'huissier audiencier a vu. Il a dit à maman de lâcher. Elle a obéi. Aurélie s'est avancée vers le bureau du greffier, tremblante dans son blazer hors de prix. De près, j'ai remarqué une traînée gris clair sur la manche, comme de la poussière ou de la cendre. La juge Marchand a demandé où se trouvait le panier à couture rouge. Aurélie a porté la main à sa bouche. Ma mère a dit simplement « non ». La juge a coupé court, Madame Renard. Aurélie a tressailli, puis elle m'a regardée. Et pendant une seconde étrange, on avait de nouveau 8 et 10 ans, cachés dans la buanderie, pendant que maman pleurait dans la cuisine parce que papa avait oublié leur anniversaire. Je me souvenais d'Aurélie qui serrait ma main et chuchotait de faire quelque chose pour que ça s'arrête. C'est moi qui étais sortie. C'est moi qui avais présenté des excuses à sa place. J'avais passé ma vie entière à transformer les catastrophes en obligations. Mais celle-là, je ne pouvais pas la porter pour elle. Dans le coffre de ma voiture, la voix d'Aurélie s'est brisée sur ces mots. Un murmure sourd a traversé la salle. Ma mère s'est enfoncée dans son siège. La juge Marchand n'a pas attendu. Elle a demandé à l'huissier audiencier de sécuriser le véhicule d'Aurélie et d'en confisquer les clés, avec interdiction d'y accéder sans ordre du tribunal. Aurélie a fouillé dans son sac et tendu les clés à 2 mains. Maman a murmuré « petite idiote ». J'ai entendu. Aurélie aussi. Tout ce qui restait de loyauté sur son visage s'est fendu d'un coup, net, jusqu'au fond. La juge a prononcé la suspension d'audience. Le marteau est tombé et les gens ont commencé à chuchoter tous en même temps. Tante Sylvie s'est signée. Oncle Bernard s'est levé, rassis, relevé. La cousine Céline regardait ma mère comme si elle venait de découvrir une inconnue portant un visage familier. Isabelle m'a guidée vers le couloir avant que quelqu'un puisse me coincer. Le couloir du palais de justice sentait la cire de parquet et le café brûlé. Je me suis adossée au mur et j'ai essayé de respirer. « Elle l'a pris », j'ai dit. Isabelle a hoché la tête. Elle a dit aussi que ta sœur venait de mettre l'objet dans sa voiture. J'ai demandé ce qu'on ferait si le téléphone avait disparu. Isabelle m'a regardée sans sourciller. On gérera, mais comprends une chose. Elle s'est rapprochée. Voix basse. Ta mère s'est présentée ici en t'accusant de vol tout en dissimulant potentiellement des preuves et en emportant des biens soumis au tribunal des successions. C'est un problème sérieux pour elle. J'ai ri, juste une fois, mais ça sonnait faux. Un problème sérieux. Ça paraissait tellement propre comme formulation. Ça ne ressemblait pas à Madeleine, assise dans sa cuisine, terrorisée, parce que sa fille lui avait répété que la seule personne qui l'aidait voulait l'enfermer. Ça ne ressemblait pas à 3 ans de dîner de famille où Aurélie levait les yeux au ciel chaque fois que je partais tôt pour donner ses médicaments du soir à grand-mère. Ma mère glissait au cousin que Camille avait toujours été possessive avec elle, pendant que j'étais aux toilettes, à pleurer dans une serviette en papier. Au bout du couloir, Aurélie est sortie seule de la salle. Son visage était rouge et gonflé. Sans le sourire en coin, elle paraissait plus jeune, presque fragile. Je me suis préparée au pire. Elle s'est arrêtée à quelques pas et m'a demandé si je savais. J'ai soutenu son regard et j'ai répondu « Pourquoi ? L'argent, le téléphone, tout ça ? Non. » Elle scrutait mon visage comme si elle cherchait le piège, puis ses épaules se sont affaissées. Elle a lâché que maman lui avait dit que grand-mère lui avait promis la maison. Elle m'a dit que tu avais tout modifié quand grand-mère a commencé à se perdre. Ce n'est pas vrai, je sais. Je voulais que ça me fasse du bien, ça n'a rien fait. C'était comme recevoir un verre d'eau, une fois que la maison avait déjà brûlé. Aurélie a fait tourner sa bague entre ses doigts. Elle m'a expliqué que la veille au soir, maman avait dit qu'il fallait protéger la dignité de grand-mère. Elle avait dit que tu avais trouvé une lettre délirante et que tu allais nous humilier avec. Elle m'a demandé de conduire. Et tu l'as fait. Ses yeux ont étincelé. Tu ne sais pas comment elle est avec moi. Ça m'a presque fait rire. Je ne sais pas. Elle a détourné le regard la première. Pour la première fois, peut-être, la honte a atterri là où elle devait atterrir. Avant qu'on puisse ajouter quoi que ce soit, les portes de la salle se sont ouvertes. L'huissier audiencier est sorti, tenant un sachet transparent à bout de bras. Le sachet contenait le panier à couture rouge de grand-mère. Mes genoux ont failli lâcher. Derrière l'huissier audiencier est venu un autre officier, portant un grand sac poubelle noir noué en haut. La juge Hélène Marchand n'avait pas attendu la fin de la journée. Elle avait envoyé quelqu'un directement au parking. Les 2 objets ont disparu dans une salle latérale.
10 minutes plus tard, le greffier nous a rappelés. Ma mère était déjà assise quand je suis entrée. Elle ne pleurait plus. Ça m'a fait peur. Son visage était lisse, presque serein, comme apaisé. Je connaissais cette expression. C'était celle qu'elle prenait quand elle avait choisi une nouvelle version des faits et qu'elle attendait tranquillement que tout le monde la rejoigne. Aurélie s'était installée loin d'elle. Isabelle et moi avons rejoint notre table. La juge marchand a pris place. Le panier à couture rouge était posé près du greffier, étiqueté, photographié. Le sac noir était à côté, son plastique tiré sur les angles de ce qu'il y avait dedans. La juge a pris la parole. Le tribunal a récupéré le panier à couture identifié dans la déclaration notariée de la défunte. Le panier contient une cavité dissimulée. Mon cœur cognait fort. Un téléphone portable a été trouvé à l'intérieur. Ma mère n'a pas bougé. La juge a continué. L'appareil s'allume. Isabelle a expiré doucement à côté de moi. Et le code fourni dans la lettre a fonctionné. Pour la première fois depuis le matin, j'ai fermé les yeux. L'anniversaire de Camille. Grand-mère s'en souvenait. La juge marchand a regardé ma mère. Il existe un fichier audio daté du 12 novembre. Maître Charpentier s'est levé à moitié. Votre honneur, je dois m'opposer à toute lecture avant authentification. Je ne procède pas à une diffusion aux fins d'admission en preuve pour le moment, a répondu la juge. J'informe les parties que la conservation a eu lieu et que le contenu semble directement lié aux allégations de cette requête. Ma mère a souri légèrement, puis elle a dit que c'était bien. Tout le monde s'est retourné. Elle a croisé les mains sur la table. Elle a dit de le diffuser, de laisser tout le monde entendre à quel point sa mère était perdue. Maître Charpentier a murmuré le prénom de ma mère. Elle a répondu non, toujours souriante. Et c'est là que j'ai compris. Quoi qu'il y ait sur ce téléphone, elle était convaincue de pouvoir le supporter. Ou pire, elle croyait que ça me détruirait aussi. La juge marchand n'a pas diffusé l'enregistrement. Pas tout de suite. Elle a regardé ma mère longuement, puis elle a dit que son assurance était notée. C'est le genre de phrase qui semble anodine jusqu'à ce qu'on entende la lame dedans. Le sourire de ma mère s'est rétréci. La juge s'est tournée vers les deux avocats. Étant donné les questions probatoires potentielles, j'autorise les conseils à écouter le fichier en chambre du conseil en présence du greffier. Ensuite, nous déterminerons ce qu'il convient ou non d'inscrire au dossier aujourd'hui. Maître Charpentier avait l'air soulagé. Isabelle, non. Elle s'est penchée vers moi et a dit de rester là et de ne rien dire à personne. Puis elle a suivi la juge, le greffier et Maître Charpentier par la porte latérale. La porte s'est refermée et je me suis retrouvée seule au milieu de ma famille. Sans juge, sans avocat, sans règles, sauf celles que ma mère avait appris à tout le monde à respecter. Pendant 10 secondes, personne n'a bougé. Puis ma mère s'est retournée, pas vers Aurélie, vers moi. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait », elle a dit. Sa voix était douce. C'était toujours pire que les cris. J'ai gardé les mains croisées sur la table et j'ai fixé le grain du plaquage de bois. « Tu crois que ça te fait paraître innocente ?» Elle a continué. « Traîner les délires privés de ta grand-mère devant un tribunal ? Laisser des étrangers fouiller dans ses affaires ?» Aurélie se tenait près du mur du fond, les bras croisés sur elle-même. Ma mère la regardait. « Et toi, ne me regarde pas comme ça. » Aurélie a tressailli, puis s'est redressée. « Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de téléphone. Je t'ai dit ce que tu avais besoin de savoir. » Tante Sylvie a murmuré. « Françoise, arrête. » Ma mère l'a ignorée. « Ta grand-mère était vieille. Elle était confuse. Elle a dit des choses cruelles à la fin. » Camille l'y encourageait, parce que Camille aimait être la préférée. Ça m'a atteinte plus que je ne voulais l'admettre, parce qu'il y avait une petite part de moi, laide et honnête, qui avait aimé être choisie. Pas pour la maison, pour la chaise à côté du lit de grand-mère, pour les numéros d'urgence, pour la façon dont elle tendait la main vers moi plutôt que vers ma mère. Quand on grandit en manquant d'affection, même la responsabilité peut avoir un goût d'amour. Ma mère savait exactement où appuyer. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse d'Aurélie, que j'avais toujours besoin de prouver que j'étais meilleure, plus intelligente, plus utile. Je l'ai regardée pour la première fois depuis un moment. Je lui ai répondu que j'avais été utile parce que personne d'autre ne s'était présenté. Oncle Bernard a murmuré que c'était vrai. La pièce s'est figée. Ma mère s'est retournée vers lui. Il s'est frotté le front, mais cette fois, il n'a pas détourné le regard. Il a dit « C'est vrai, Françoise. Camille était là. On le sait tous. » Ma mère l'a fixé, comme s'il venait de parler une langue qu'elle ne lui avait jamais autorisée. Puis Aurélie a demandé ce qu'il était arrivé à l'argent liquide. Le visage de ma mère a bougé d'un rien, juste un rien. Il n'y avait pas d'argent liquide, elle a dit.
Grand-mère avait écrit le montant exact parce que Camille lui avait dit de le faire. J'ai précisé que je n'en connaissais pas le montant. Ma mère a tranché, personne ne te demande rien. Aurélie a fait un pas en avant. Elle a posé sa question une deuxième fois. Ma mère a ri, une seule fois, un son bref et dur. Elle a dit « Écoute-toi, tu vas croire la paranoïa d'une morte et les papiers de ta sœur plutôt que moi. » Les yeux d'Aurélie se sont remplis, mais elle n'a pas cédé. Pour la première fois de ma vie, ma sœur sonnait comme moi. La porte latérale s'est ouverte avant que ma mère puisse répondre. Tout le monde s'est retourné. La juge Hélène Marchand est entrée la première, le visage illisible. Isabelle Morel a suivi, pâle mais stable. Maître Charpentier avait l'air d'un homme qui sortait d'un accident. Mon estomac s'est serré. Isabelle s'est assise à côté de moi et a glissé sa main sur la mienne sous la table. Ça m'a fait plus peur que n'importe quoi d'autre. La juge Marchand a pris sa place. Elle a annoncé qu'elle allait faire un résumé plutôt que de diffuser l'enregistrement en intégralité pour l'instant, et que l'enregistrement testamentaire serait conservé pour la suite de la procédure. Ma mère ne bougeait plus. La juge a baissé les yeux sur ses notes. Elle a dit que le fichier semblait contenir une conversation entre Madeleine Yvonne Vidal et Françoise Renard. Le 12 novembre, Madeleine Vidal posait des questions sur de l'argent disparu d'une boîte à biscuits bleus. Françoise niait avoir pris quoi que ce soit. Madeleine avait dit, et la juge lisait ces mots à voix haute, « Françoise, je l'ai compté avec toi à côté de moi. » J'entendais la voix de ma grand-mère dans ma tête, fine, têtue, effrayée. La juge Marchand a continué. Elle a expliqué que Françoise avait ensuite averti Madeleine que si elle répétait ses accusations, la famille pourrait considérer qu'elle n'était plus en état de gérer ses affaires. Et qu'on pourrait utiliser cette confusion pour la placer en établissement. Aurélie a mis la main sur sa bouche. La mâchoire de ma mère s'est serrée. La juge a tourné une page. Madeleine avait répondu que Camille ne ferait jamais ça. Et Françoise avait dit que tu ne sais pas ce que les gens sont capables de faire quand il y a une maison en jeu. Je regardais la table, parce que si je regardais ma mère, j'aurais peut-être vu quelque chose qui n'avait plus rien d'humain. La voix de la juge Marchand restait parfaitement neutre. Elle a lu la suite. Plus loin dans l'enregistrement, Françoise mentionnait avoir déjà emprunté de l'argent à Aurélie, et elle disait que tu ne peux pas me demander de regarder mon enfant se noyer pendant que toi, tu es assise sur cet argent. Aurélie a émis un son comme si on l'avait giflé. Ma mère a fermé les yeux. Voilà, ce n'était pas disparu, c'était emprunté. Pour Aurélie, la fille préférée, protégée avec de l'argent volé. Et ensuite, après la mort de grand-mère, elle avait tout emporté. La juge Marchand a retiré ses lunettes. Elle a dit que sur la base de ce que le tribunal avait entendu, elle avait des doutes sérieux sur la crédibilité de la requête. Elle a évoqué une possible dissimulation de biens de la succession et un potentiel abus financier sur personnes âgées. Maître Charpentier s'est levé. La juge l'a coupé. Elle a dit que sa cliente ferait mieux d'écouter attentivement. Il s'est rassis. La juge a ordonné la mise en sécurité des objets récupérés. Elle a suspendu tout accès de Françoise et d'Aurélie à la résidence. Elle a transmis le dossier aux autorités compétentes pour examen d'abus financiers sur personnes âgées et falsification de preuves. Le visage de ma mère est devenu blanc. Pas de honte, parce que les conséquences venaient d'entrer dans la salle, habillée d'une robe de magistrat. La juge Marchand s'est tournée vers moi. Elle m'a regardée, moi, pas ma mère, moi. Et elle a dit, « Renard, jusqu'à la prochaine audience, vous n'êtes pas autorisé à retirer le moindre bien de la résidence, sauf par l'intermédiaire de votre conseil ou sur autorisation expresse de ce tribunal. Vous comprenez ?» Ma mère a répondu oui, votre honneur, d'une voix plate. La juge a hoché la tête. Sa mine s'est légèrement adoucie, presque imperceptiblement. Elle a ajouté que la documentation présentée de ma part était organisée, cohérente et conforme aux volontés exprimées de la défunte. J'ai cligné des yeux 2 fois, ce n'était pas un compliment, à proprement parler. Mais après des années à m'entendre dire que j'étais dramatique, égoïste, calculatrice, avide, ça ressemblait à quelqu'un qui pose la main sur le sol et qui dit « Là, tiens-toi là, cette partie est réelle ». Puis la juge Marchand a regardé le sac poubelle noir. Elle a dit qu'il restait une question en suspens. L'huissier audiencier l'a apporté vers l'avant. Ma mère a murmuré non, si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. La juge Marchand, elle, l'a entendu. Elle a demandé ce qu'il y avait dans ce sac. Ma mère a serré les lèvres. Aurélie l'a regardé. Elle a dit « Maman » d'une voix étranglée. La juge a fait signe au greffier. Le sac a été ouvert lentement, le plastique craquant dans le silence de la salle. Dedans,
Il n'y avait pas de vêtements, pas d'affaires personnelles, des chemises, des enveloppes, et une petite boîte métallique avec le nom de ma grand-mère collé dessus à la main. Le greffier a sorti le premier dossier, relevé bancaire, le deuxième, procuration médicale. Le troisième, correspondance. Puis, il a soulevé une enveloppe Kraft, fermée mais cornée au bord. Dessus, écrit de la main tremblante et reconnaissable entre toutes de ma grand-mère, 5 mots. Pour Camille, après ma disparition. Ma gorge s'est serrée d'un coup. Isabelle s'est redressée sur sa chaise. La juge Marchand a regardé l'enveloppe, puis ma mère. Elle a demandé pourquoi ceci se trouvait dans un sac poubelle dans le coffre de sa fille. Ma mère n'a rien dit. Aurélie semblait sur le point de se trouver mal. Elle a soufflé qu'elle croyait que c'était de vieilles feuilles sans importance. La juge a retourné l'enveloppe dans ses mains. Elle a déclaré que le cachet semblait avoir été décellé. La salle a basculé. Décellé. Quelqu'un l'avait ouverte. Le greffier en a sorti le contenu avec précaution. Une lettre. Et dessous, une plus petite enveloppe blanche. La juge a lu la première page en silence. Son expression a changé. Pas de la stupeur cette fois. Quelque chose qui ressemblait davantage à de la tristesse. Elle m'a regardée, puis a regardé ma mère. Elle a demandé à ma mère si elle avait lu cette lettre. Ma mère a levé les yeux. Pendant une seconde terrible, elle a souri. Puis elle a dit oui. La voix de la juge Marchand s'est faite plus basse. Elle a demandé où se trouvait l'élément que Madeleine Vidal mentionnait comme étant joint. Ma mère m'a regardée avec une haine pure. Aurélie a murmuré qu'elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. La juge a soulevé la petite enveloppe. Elle avait été découpée nette. Elle était vide. Et sur le devant, de l'écriture de grand-mère, on lisait ces mots. Reçu de transfert de titre de propriété. Pendant une seconde, personne n'a saisi ce que cette enveloppe vide signifiait. Puis Isabelle a inspiré à côté de moi. Pas un soupir. La respiration d'une avocate. Le son d'une pièce manquante qui devient soudainement une carte. Ma mère l'a entendu aussi. Ses yeux ont glissé vers Isabelle, puis vers la juge, puis vers moi. La juge Marchand a tenu l'enveloppe vide entre deux doigts. Elle a demandé à ma mère où se trouvait le reçu de transfert de titre de propriété. Ma mère a redressé le menton. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Cette fois, personne ne l'a cru. Ni oncle Bernard, ni tante Sylvie, ni Aurélie, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. La juge a regardé maître Charpentier. Il s'est levé lentement. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer devant le tribunal avoir connaissance de l'endroit où se trouvait cet élément. C'était du langage d'avocat pour dire qu'il ne comptait pas couler avec le navire. Isabelle s'est levée à son tour. La juge a acquiescé. Isabelle s'est tournée vers moi et m'a demandé si ma grand-mère m'avait jamais parlé d'un transfert de la maison en dehors du testament. Mon cœur battait jusque dans mes oreilles. Non, ai-je répondu. Elle m'avait seulement dit qu'elle voulait que je l'aie. Isabelle a fait face à nouveau à la juge. Un reçu de transfert de titre de propriété suppose l'existence d'un acte enregistré. Si c'est le cas, l'absence du reçu ne suffit pas à annuler le transfert. Des copies certifiées conformes peuvent être obtenues auprès du service de la conservation des hypothèques. Le visage de ma mère a changé, très légèrement, mais je l'ai vu, la juge aussi. La juge Marchand a regardé ma mère droit dans les yeux. « Françoise Renard, avez-vous retiré ce reçu pour empêcher votre fille de prouver sa propriété ?» Ma mère n'a pas répondu, pas vraiment. Elle a dit quelque chose sur la confusion, sur les malentendus. Mais la juge avait déjà sa réponse. La maison n'est pas soumise à la distribution prévue par la requête des pétitionnaires, a prononcé la juge Marchand. Je l'ai entendu, j'ai compris chaque mot. Mais mon corps est resté figé. Après toutes ces nuits à fixer le plafond, à me demander si l'amour venait toujours avec une facture, la vérité est arrivée dans une phrase tellement simple qu'elle m'a presque semblé trop petite pour contenir tout ce que j'avais traversé. La maison était à moi. Pas parce que je l'avais prise, parce que grand-mère me l'avait donnée. Isabelle a pressé mon bras. Elle a soufflé un seul mot. « Respire ». J'ai obéi, et ça faisait mal, comme quand on enlève un bandage trop longtemps gardé. La juge a suspendu la requête de ma mère dans l'attente d'un examen complémentaire, ordonné la sécurisation des biens de la succession et transmis l'affaire des fonds manquants et des documents retirés aux enquêteurs. Ma mère a reçu l'interdiction de me contacter au sujet de la succession, pas par la famille, pas par Aurélie, par personne. En se levant pour partir, elle m'a regardée pour la première fois depuis des semaines. Pas de larmes, pas d'excuses.
Juste cette même incrédulité froide qu'elle avait toujours quand je refusais de reprendre ma place assignée. « Tu crois que tu as gagné ?» elle a dit. J'ai regardé son collier de perles du dimanche, ses cheveux parfaits, ses mains vides. « Non », j'ai répondu. « C'est mamie qui a gagné. » C'est la dernière chose que je lui ai dite dans cette salle. Les mois qui ont suivi n'ont pas été nets. Les gens aiment imaginer que la vérité arrange tout d'un coup. Ce n'est pas comme ça. La vérité, c'est plutôt allumer la lumière dans une pièce sale. D'abord, tu vois le désordre. Ensuite, tu décides si tu as la force de tout nettoyer. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la boîte à biscuits bleue, mais ils ont trouvé suffisamment. Des dépôts bancaires qui ne correspondaient pas aux revenus de ma mère, des messages sur des sommes empruntées à mamie, et un box de stockage où elle avait caché d'autres papiers. L'argent disparu n'a jamais été récupéré en totalité. Ma mère a conclu un accord de culpabilité sur une charge réduite et a été condamnée à rembourser une partie. Elle a raconté à son entourage qu'une fille ingrate l'avait persécutée. Certains l'ont cru. Ça m'a rongé un moment, puis ça s'est arrêté. Aurélie m'a appelé 3 semaines après l'audience. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, elle n'a pas réclamé la maison. Elle n'a pas défendu ma mère. Elle a juste dit qu'elle était désolée d'avoir souri. De toutes les excuses qu'elle aurait pu me faire, c'est celle-là qui m'a désarmée. Parce qu'elle savait. Elle savait exactement quel moment avait fait mal. On n'est pas devenus meilleurs amis pour autant. La vraie vie n'est pas aussi généreuse. Mais on est devenus honnêtes, par petites doses. Un café par mois, des appels courts, sans faire semblant. Elle a vendu sa Peugeot 508, s'est mise en thérapie et a fini par comprendre la différence entre être aimé et être manipulé. Au printemps suivant, j'ai emménagé dans la maison de mamie. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas dans le salon parce que je n'arrivais pas à m'approprier sa chambre. La maison faisait tous ces vieux bruits autour de moi. Les tuyaux qui cognaient, le réfrigérateur qui ronronnait, les branches de lilas qui grattaient la fenêtre de la cuisine. Pendant un temps, chaque recoin faisait mal. Son fauteuil, sa tasse, le pull jaune encore accroché près de la porte de derrière. Puis, doucement, la douleur s'est transformée en autre chose. J'ai peint les boiseries en blanc, réparé les marches du perron, planté du romarin le long de l'allée, parce que mamie disait toujours qu'une maison devrait sentir comme si quelqu'un cuisinait, même quand personne n'est là. En juin, une copie certifiée du reçu de transfert de titre de propriété est arrivée par courrier. Je me suis assise à la table de sa cuisine pour l'ouvrir. La même table où elle avait compté ses médicaments, épluché des pommes, réglé ses factures, et m'avait dit que ma mère me trouvait forte parce que c'était moins coûteux que d'être juste. J'ai posé le document à côté de son cahier à spirale bleue. Et c'est là que j'ai trouvé autre chose. Glissée dans la poche arrière du cahier, une fiche de recette de tarte tatin. Au bas, de l'écriture de mamie, il y avait ces mots. « Camille, ne gaspille pas ta vie à prouver que tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Vis tellement fort que le mensonge finisse par se lasser. » J'ai ri et pleuré en même temps. Cet été-là, j'ai fait la tarte. Elle s'est affaissée au milieu. Mamie l'aurait trouvée ratée et en aurait repris 2 parts quand même. Au coucher du soleil, j'ai pris une assiette et je me suis installée sur le perron, sur la première marche, celle que j'avais fait aménager en rampe parce qu'elle avait peur de tomber. Les lilas étaient en fleurs, les fenêtres ouvertes. Et pour la première fois depuis des années, cette maison ne ressemblait plus ni à un champ de bataille, ni à une succession, ni à une pièce à conviction. Elle ressemblait à un refuge. J'ai regardé le fauteuil vide à côté de moi. J'ai vu mamie s'y asseoir, égrener des haricots verts dans un bol en faisant semblant de ne pas être contente. Elle aurait dit que les haricots étaient trop gros. Elle aurait souri quand même. Ma mère m'avait pointé du doigt devant tout le monde et traité de parasite. Mais mamie, elle, avait laissé une page scellée, une vérité enregistrée et une maison où je pouvais enfin arrêter de justifier mon droit à être aimée. Si on t'a déjà traité de cupide pour avoir protégé ce que quelqu'un t'a laissé avec amour, j'espère que mon histoire t'a rappelé quelque chose. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle attend juste que la juge lise la première ligne. Si cette histoire t'a touché, dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à ma place. Et si tu veux en entendre d'autres, tu sais quoi faire.